Il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Julien Masson, porte-parole du Rassemblement National en Ille-et-Vilaine. Il a fait le chemin pour être avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors nous allons parler politique ce matin, nous allons parler d'Europe, nous allons parler de Jordan Bardella, nous parlerons aussi du président de la République qui s'invite dans le débat européen. J'avais envie de vous entendre pour commencer sur ces sondages qui donnent, on en parle beaucoup actuellement, Jordan Bardella très haut justement dans les intentions de vote. J'imagine que pour le Rassemblement National c'est un bon signal. Ah, c'est un très bon signal, effectivement, c'est un motif d'espoir. Il y a effectivement une campagne de Jordan Bardella qui est saluée, qui suscite l'espoir au sein des électeurs, et c'est une très très bonne chose. On a des ralliements de qualité, l'essayiste Mélika Sorel, l'ancien patron de Frontex Fabrice Leggeri, la magistrate Pascal Pierrat, etc. Donc, ce sont des ralliements qui sont salués, c'est une très bonne campagne. Et puis ici en Bretagne, il faut le dire, nous avons aussi la présence de Gilles Penel en place éligible, le patron du RN en Bretagne. C'est une très bonne chose pour la Bretagne. Donc voilà, la campagne suit son cours. Nous voyons sur le terrain que les Bretons, les Français, d'une manière générale, sont réceptifs. C'est une très bonne chose, mais attention, le seul sondage qui compte, c'est le 9 juin. Donc pas de démobilisation, il faut pas d'abstention, pas de dispersion. Il faut aller voter Jordan Bardella le 9 juin. C'est très important. Voilà, avec un vote européen qui se passe à un seul tour. Hein. Exactement, c'est très important. Un seul tour. Il n'y a pas de tour. Un seul tour. Voilà. Pas de tour. J'avais envie de vous entendre ce matin, Julien Masson, sur la visite de Gabriel Attal qui est venu en Bretagne soutenir la candidate de la majorité présidentielle, et également d'Emmanuel Macron qui s'invite dans la campagne avec une idée, celle d'organiser un débat avec Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'il faut sauver le soldat Ayé ? Exactement, j'allais vous dire, c'est l'opération il faut sauver le soldat Valérie Ayé, qui était effectivement un peu à la peine. Alors, comme Jordan l'a fait, on peut saluer son courage, parce que tout le monde voulait être sur la liste chez Renaissance, ça, il n'y avait pas de problème. Mais pour aller être tête de liste et assumer, quelque sorte, le débat, le bilan d'Emmanuel Macron, là, évidemment, là, il n'y a plus personne. Donc là, on voit effectivement un déplacement de monsieur Attal, le Premier ministre à Vannes, le discours fleuve d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, qui était censé aussi réveiller la campagne de Valérie Ayé. Il n'en est absolument rien passé. Donc voilà, écoutez, on a l'impression que c'est panique à bord chez la Macronie en ce moment. On voit qu'ils sont largement distancés, qu'ils ont aussi la liste de Raphaël Glucksmann, l'arbre qui cache la NUPES, dans le rétroviseur. Et pour eux, c'est très compliqué. Donc effectivement, on n'est pas étonné de voir ce déplacement de monsieur Attal en Bretagne, cette volonté effectivement du président de la République d'organiser comme ça soudainement un débat avec Marine Le Pen, parce que voilà, c'est la panique et il faut absolument que Valérie puisse remonter dans les intentions de vote. Malheureusement, je pense que voilà, pour eux en tout cas, le choix est fait, le choix des Bretons est fait. Encore faut-il qu'il faut se déplacer le 9 juin prochain. Alors Marine Le Pen a répondu à cette proposition de débat en disant oui, bien sûr, je suis partante pour débattre, mais après les européennes. On imagine aussi que Emmanuel Macron pense que Marine Le Pen puisse être mauvaise, pardon de le dire aussi directement, mais dans ce débat et profiter finalement du fait que Marine Le Pen ne serait pas à la hauteur pour tirer un peu les marrons du feu. Non, c'est pas effectivement un débat entre le président de la République et Marine Le Pen. Ce n'est pas un débat pour les européennes. Donc effectivement, on comprend pas vraiment cette opération soudaine là d'Emmanuel Macron. Donc non, est-ce que vous voulez ils réagissent finalement aussi à un sondage. On peut peut-être en parler aussi. On va en parler de ce sondage qui concerne plus précisément la Bretagne, qui est paru dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné. Oui. Sondage qui crédite le Rassemblement National de 29% des intentions de vote ici en Bretagne. Oui. Ce serait un tournant politique si ça s'avère exact. Mais ce serait un tournant, effectivement. Donc on a un sondage caché, visiblement, comme vous l'avez dit, partagé par vos confrères du Dauphiné Libéré, qui met Jordan à 27-28% en Bretagne, très largement devant Madame Ayé en Bretagne. Ce serait un tournant, effectivement, parce que ce serait du jamais vu. Du jamais vu, puisqu'on a considéré que pendant très longtemps que la Bretagne était une terre de mission pour le Rassemblement National, que c'était une place forte pour la Macronie. Et là, en l'occurrence, ce qui va se passer, ce sera l'inverse. Effectivement, Jordan Bardella sera devant le 9 juin prochain. Cela montre qu'effectivement, la Bretagne
qui a longtemps, on l'a dit, été épargné par tant de maux, mais qui est aujourd'hui rattrapé par la désindustrialisation, par l'immigration massive, par l'insécurité, par la délinquance. Bien voilà, la Bretagne aussi, on a aussi beaucoup de Bretons qui nous rejoignent aujourd'hui, qui comprennent que tout ce qu'on a raconté sur le RN, et bien voilà, ça n'avait qu'un seul but, c'était de maintenir toujours les mêmes au pouvoir, voilà, et que les vraies solutions, elles sont apportées aujourd'hui par le Rassemblement national, ici aussi en Bretagne. Il y a un changement de sociologie finalement chez les électeurs, y compris ceux du Rassemblement national. En un mot, le Rassemblement national ne fait plus peur. Et il ne fait plus peur, évidemment. De jour en jour, les Français, les Bretons découvrent l'arnaque qui a été celle de diaboliser le Rassemblement national, de considérer que c'était voilà, la bête immonde, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on a entendu pendant des années. Ben non, les solutions concrètes. Et voilà, et le réel nous donne raison, c'est ça. Et on voit aujourd'hui que, voilà, les Français, les Bretons populaires, les classes moyennes, mais aussi les retraités. Ça, c'est une chose nouvelle. Les retraités, les cadres nous rejoignent. La famille du Rassemblement national s'agrandit de jour en jour en Bretagne avec beaucoup d'adhésion. Il y a effectivement l'effet Jordan Bardella qui joue à plein. Donc c'est une très bonne chose et nous espérons effectivement avoir le score le plus haut possible en Bretagne le 9 juin prochain. Alors on a entendu le président de la République, on a entendu Gabriel Attal s'exprimer autour justement du Rassemblement national, du programme. D'aucuns disent le Rassemblement national n'a pas de programme ou pas un bon programme. On va vous entendre là-dessus et de faire d'agiter peut-être les peurs aussi avec le fait que le Rassemblement national pourrait remettre en cause des traités européens qui nuiraient aussi à l'économie française et tenaient à l'économie des Français. Voilà, on est arrivé à ce point on va dire de réflexion, en tout cas de la classe politique française. Qu'est-ce que vous répondez finalement à Gabriel Attal? Ce qui est flagrant, c'est que je pense que les Français le voient tous les jours, c'est que le seul programme de renaissance aujourd'hui pour ces européennes, c'est de lutter contre le Rassemblement national. Voilà. Le seul programme de LFI, c'est lutter contre Israël et agir pour Gaza. Voilà. Alors, et nous, au RN, on parle des projets, enfin des problèmes concrets des Français et des Bretons. Le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité, la crise de la pêche, la crise agricole, etc. Tous ces sujets qui sont visiblement un peu oubliés par Renaissance. Et voilà. Et si Jordan Bardella est aujourd'hui donné à 30-31%, c'est justement parce qu'il parle directement aux Français, aux problèmes quotidiens, le pouvoir d'achat, la facture d'électricité, etc. Enfin, ce sont vraiment des sujets très concrets. Et donc, voilà, malheureusement, le seul programme de la liste Renaissance, c'est lutter contre le Rassemblement national. C'est bien dommage, malheureusement. Alors le Rassemblement national, on a l'impression aujourd'hui que c'est un peu la cible des différents partis politiques. Oui. Vous parliez évidemment de Renaissance, de LFI également, ou encore de la liste portée par Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Place publique. Est-ce que le fait que Jordan Bardella soit haut dans les intentions de vote et cette aura, est-ce que finalement c'est parce qu'il parle à la classe populaire ou aux classes populaires qui ont été un peu oubliées par les autres partis politiques? Bien évidemment. Bien évidemment, au sein de la classe populaire, au sein des classes populaires, il est très apprécié. Voilà, il a des solutions concrètes sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité dont les Français les catégories populaires sont les premières victimes très souvent. Donc effectivement, il parle à tous les Français, mais même au-delà. Enfin, c'est-à-dire là, je vous dis, voilà, on a des sondages d'IFOP, etc., qui viennent nous montrer que les retraités, que les cadres aussi sont de plus en plus enclins à aller voter pour Jordan Bardella. C'est une très bonne chose. Donc effectivement, voilà, Jordan Bardella séduit beaucoup. Il y a un effet Jordan Bardella qui est indéniable. Il a une liste de grande qualité avec voilà des personnalités de grande qualité derrière lui. C'est projet qui est unanimement salué aujourd'hui par les Bretons et les Français. Alors, cette aura populaire, finalement, qui est récupérée, on pourrait le dire, sans pensée ou arrière-pensée politicienne par le Rassemblement national, elle correspond aussi à un moment où la France est très fracturée. On a aujourd'hui une France qui s'oppose sur beaucoup de sujets. Vous parliez à l'instant des défis et le conflit israélo-palestinien. On a aussi la guerre en Ukraine, où là aussi, faut-il plus d'aide ou pas plus d'aide. Tenez, justement, le positionnement du Rassemblement national
national sur ces sujets, par exemple tels que l'Ukraine. On a beaucoup reproché au Rassemblement national d'être plutôt un peu pro-Poutine. Qu'est-ce que vous répondez? C'est pas le cas. On a condamné évidemment dès l'entrée dans le conflit, enfin en tout cas l'invasion russe en Ukraine, on l'a condamné dès le début. Voilà, on a accepté aussi d'aider les Ukrainiens. On a notre maire par exemple de Perpignan qui est allé lui-même chercher des réfugiés ukrainiens pour les ramener à Perpignan. Donc voilà, il y a aucun doute là-dessus. Évidemment que nous saluons, nous aidons les réfugiés ukrainiens. Nous sommes de tout cœur avec eux dans cette terrible épreuve qui frappe leur famille, etc. Donc c'est une terrible épreuve et nous sommes de tout cœur avec eux et nous n'avons aucune ambiguïté sur ce sujet. Alors là aussi, il y a la guerre entre le Hamas et Israël. On a vu le Rassemblement national se positionner plutôt pour justement cette position qui tente à soutenir Israël avec un affrontement direct finalement avec LFI qui a des positions plus pro-palestiniennes. Est-ce que là aussi cette fracture, elle dit quelque chose de la société française, elle dit quelque chose des choix de vote futurs des Français? Si vous voulez, chez LFI, déjà, on peut déjà se demander qui est vraiment la tête de liste. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup Rima Hassan. On ne sait plus trop si. Est-ce que c'est elle, la tête de liste? Est-ce que c'est Manon Bry? On ne sait pas trop. Voilà, on voit que finalement, il y a un entrisme aussi de LFI au sein des universités. On a vu avec Sciences Po Paris, on l'a vu aussi avec Sciences Po Rennes qui a été bloqué aussi quelques heures. Voilà, malheureusement pour LFI, c'est le sujet de la, entre guillemets, passez-moi l'expression, la bordélisation de la vie politique. Et alors que sur le conflit israélo-palestinien, nous avons aussi été très clairs. Israël a été frappé très très durement par un massacre innommable le 7 octobre. Alors effectivement, il y a un droit de réponse d'Israël qui doit aussi respecter évidemment le droit international. Toujours est-il que c'est toute la difficulté d'un Hamas qui utilise les populations palestiniennes, les populations civiles pour se cacher, voilà. Donc nous soutenons effectivement la riposte israélienne. Enfin, encore faut-il effectivement qu'elle soit aussi dans le respect du droit international, bien sûr. Alors sur la géopolitique, on a aujourd'hui une Europe qui commence à j'allais dire presque exister politiquement sur la scène internationale face aux géants que sont la Chine ou encore l'Inde, pays émergents, en tout cas continent émergent s'il en est, et ces changements possibles aux États-Unis avec le retour possible là aussi de Donald Trump. Comment vous vivez ça, vous, au Rassemblement national, ce retour de Donald Trump? En tout cas, on l'annonce en tant que tel. Bah écoutez, nous sommes Français, nous n'avons pas à juger le choix souverain des autres nations. Si effectivement les Américains jugent bon de réélire Donald Trump, eh bien nous saluerons cette élection, mais il se dit aussi que justement sur ces conflits internationaux, la position de Donald Trump serait beaucoup plus apaisée entre guillemets, puisqu'il aurait dit par exemple aussi que dans un conflit avec l'éternel opposant Poutine, lui il considérait que en l'espace d'une journée tout serait réglé, quoi. En fait tout serait apaisé, en tout cas les relations avec Poutine. Donc peut-être que du point de vue des conflits et de la guerre en règle générale, ce serait plutôt un signe positif. Maintenant, voilà, les Américains sont souverains, ils choisiront leur président et nous respecterons évidemment leur choix. Avec des conséquences. Donald Trump a laissé entendre aussi que finalement l'Europe pourrait se défendre elle-même, que l'OTAN n'avait pas forcément vocation à toujours être là en Europe. Ça veut dire aussi qu'il faut développer cette défense européenne dont on entend parler depuis des années, un peu plus depuis l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors attention à ce que nous disons sur la défense européenne. Il est hors de question, par exemple, de partager ce qui fait la grandeur de la France, c'est-à-dire sa dissuasion nucléaire. Voilà, c'est un atout indéniable. Voilà, et il est hors de question puisque c'est un atout de la souveraineté. C'est une force régalienne. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui appartient aux Français. Il est hors de question de partager cette dissuasion. Et sur la défense européenne, il peut y avoir évidemment une coopération entre États-nations. C'est ce que nous portons comme projet. C'est une Europe des projets, enfin de la coopération entre États-nations, entre États souverains. Et effectivement, il peut bien sûr y avoir des accords militaires entre différentes nations européennes. Bien évidemment, ce n'est pas du tout impossible. Mais si vous voulez, nous sommes contre l'idée d'une armée européenne qui représenterait
qui serait dirigée d'ailleurs par qui d'ailleurs, par Ursula von der Leyen, c'est ça? Nous sommes totalement opposés à cette façon de voir. Nous sommes pour une armée française qui a son indépendance, son autonomie et qui a cette vision si particulière de la France, cette place particulière de la France dans le concert des nations. Voilà. Au niveau européen, on a eu aussi la visite du dirigeant chinois Xi Jinping qui a fait sa tournée européenne, qui a fait une escale en France la semaine dernière, avec à la table l'arrivée un petit peu surprenante de Ursula von der Leyen justement à Paris. Est-ce que ça vous a surpris le fait qu'elle soit à la table face au président de la République et face aux dirigeants chinois? Elle se considère déjà peut-être comme la présidente des États-Unis d'Europe, entre guillemets, c'est ça. Donc nous sommes évidemment contre cette vision, cette Europe fédérale, ce fédéralisme européen qui est poussé d'ailleurs par Madame Valérie Hayé. Nous sommes, comme je l'ai dit, favorables à une coopération des États, des nations entre elles, et des peuples qui doivent rester souverains sur tout un tas de sujets, qui doivent refuser notamment la submersion migratoire, qui doivent protéger leurs agriculteurs, leurs pêcheurs, etc. Donc ce sont des sujets qui doivent être respectés au sein des nations. Et donc nous sommes absolument contre toute tentative de fédéralisme européen, en tout cas. Justement, à propos des agriculteurs, il y a une grande inquiétude. Si demain l'Europe venait à s'élargir, en tout cas l'Union européenne, concrètement faire entrer d'autres pays dans cette Union européenne à 27 encore aujourd'hui, on pense à l'Ukraine, il y a une inquiétude des agriculteurs. Est-ce que les règles seraient les mêmes ou est-ce qu'elles seraient changées? Mais si vous voulez, c'est déjà le problème aujourd'hui actuellement avec ces fameux traités de libre-échange qui les mettent en concurrence, qui mettent nos agriculteurs en concurrence déloyale avec des produits qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune de nos normes sociales, environnementales, etc. Et donc, in fine, les consommateurs français, eux, font le choix aussi, il faut le dire, avec leur porte-monnaie. Et au lieu d'acheter un poulet breton un peu plus cher, de très bonne qualité, et malheureusement, le porte-monnaie va dire, lui, non, tu vas prendre le poulet ukrainien qui coûte la moitié. Et c'est bien le problème. Il faut que nous ayons une traçabilité, une transparence aussi sur tous ces produits importés. Et il faut, nous avons toujours refusé de voter ces traités de libre-échange qui mettent en concurrence nos agriculteurs et qui, ce sont vraiment des projets mortifères pour l'agriculture bretonne. Et là, le projet aussi de Valérie Hayé et de Ursula von der Leyen, c'est aussi tout ce qui concerne le pacte vert, le programme de la ferme à la fourchette, c'est cette volonté de décroissance agricole. C'est un non-sens puisque la population mondiale va croître, nous avons besoin de produire et là, l'Union européenne, elle, va en quelque sorte accélérer sur la décroissance agricole et c'est un très très grave signal pour l'agriculture bretonne. Faut faire rentrer l'Ukraine ou pas dans l'Union? Non, je pense pas. Déjà, il faut dire aussi que ce débat sur l'entrée d'autres pays, c'est pas pour demain. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une entrée d'un autre pays, il y a plusieurs années qui se passent. Maintenant, l'Ukraine, ça coûterait énormément d'argent, des milliards pour justement essayer de remettre à niveau aussi l'économie ukrainienne par rapport aux économies des nations européennes. Donc non, nous ne sommes pas favorables à tout élargissement, en tout cas, que ce soit l'Ukraine ou pour tout autre pays. Oui, la Moldavie qui demande aussi à entrer dans l'Union européenne, se sentant menacée par la Russie de Vladimir Poutine. Il y a aussi aujourd'hui, au niveau de l'Europe, la question économique. On parlait tout à l'heure des géants de la Chine, évidemment de la Russie, qui est là aussi, qui, malgré qu'elle est fragile, est toujours économiquement importante. On pense au gaz russe qui est toujours acheté, qui arrive toujours finalement en Europe. Est-ce que l'Europe va devoir changer, j'allais dire presque, pour prendre une métaphore sportive de braquet, pour pouvoir grandir au niveau économique et pouvoir peser dans ce concert des nations? On a l'impression qu'elle est encore petite, l'Europe. Elle est encore petite, mais si vous voulez, c'est tout le problème de l'Union européenne que nous avons vu comme étant une place forte mondiale susceptible de concurrencer les États-Unis, la Chine, même les pays émergents, l'Inde, le Brésil, etc. On pense aux nouvelles technologies aussi. Eh bien sûr, mais c'est tout le sens aussi de notre projet, c'est-à-dire que les nations européennes sont capables, les Français, les Espagnols, les Belges, les Portugais, tous ensemble, de s'unir pour l'innovation, pour la recherche, pour des projets innovants. Et c'est tout le sens du projet que nous portons. Maintenant, ce que nous voyons finalement, l'Union européenne, c'est quoi? C'est
finalement des traités de libre-échange, on en parlait juste à l'instant, qui sont faits avec le monde entier. Excusez-moi, mais l'Allemagne qui voit aussi ses intérêts pour aller vendre ses voitures au Brésil, par exemple, qui voit un intérêt majeur à ce que des traités de libre-échange soient signés avec le Brésil. Donc voilà, on a au sein de cette Union européenne des avis aussi qui sont divergents. Donc essayer de nous dire finalement l'Union européenne serait la solution au poids des États-Unis et de la Chine, malheureusement, les faits nous montrent que ce n'est pas vrai. Voilà, donc on peut, à l'inverse, par des projets innovants, on l'a fait sur Airbus, on l'a fait sur Ariane. C'est des projets qui ont été, des immenses projets qui sont nés du fruit de la coopération entre États. C'était pas l'Union européenne derrière, c'était des États, quelques États européens qui se sont dit, bah tiens, hop, on se retrousse les manches, on y va. Et on accélère sur un projet. Et ben voilà, ça c'est des projets qui peuvent faire vivre l'Europe au sein du concert des nations et face aux États-Unis, face à la Chine et à tous ces pays émergents. On parlait de voter tout à l'heure. Le 9 juin, on sait qu'il y a une grande abstention autour de l'élection européenne, abstention des jeunes en particulier, même si les jeunes reviennent un peu en politique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui aux Français pour dire, voilà, allez voter pour des élections européennes, c'est important? Mais c'est important parce que l'Union européenne, elle a des implications directes dans le quotidien des Français. Voilà. Je vais prendre deux exemples. On a parlé de l'agriculture, les traités de libre-échange, je vais pas en reparler, mais effectivement, il y a un projet mortifère pour l'agriculture et pour la pêche qui est celui de la décroissance porté par certains courants dits écologistes. C'est aussi évidemment le sujet de la submersion migratoire puisque on a ce pacte asile-immigration qui projette finalement d'imposer aux Français finalement la répartition des migrants sous peine d'amende, c'est-à-dire qu'un État qui refuserait la répartition des migrants et qui refuserait d'accueillir des migrants serait sanctionné financièrement. Voilà, donc si les Français veulent stopper l'immigration, il n'y a qu'un seul choix possible le 9 juin, c'est la liste de Jordan Bardella pour lutter contre ces projets mortifères, à la fois sur l'immigration et à la fois sur la crise économique, la crise agricole, la pêche, etc. Les Français aujourd'hui ont l'impression que l'Union européenne est très loin d'eux, que l'Europe, c'est un concept, mais que ça répond pas au quotidien. Par exemple, de se dire, voilà, j'arrive à payer mon électricité, j'arrive à bien manger, à bien me loger. Qu'est-ce que pourrait faire le Rassemblement national demain s'il arrivait en masse dans le Parlement européen? Ben justement, faire évoluer cette Europe de l'intérieur, cette Union européenne de l'intérieur. Il faut la réformer, cette Europe? Je pense oui, parce qu'elle est technocratique, bureaucratique, elle est effectivement, comme vous le dites, paraît très très éloignée, alors qu'elle a parfois aussi, oui, effectivement, des incidences concrètes. Il y a tout un tas de normes, vous savez, les agriculteurs, ils en savent quelque chose, les pêcheurs aussi, ils en savent quelque chose. Ils reçoivent beaucoup de normes à respecter tout le temps, et ils sont ils doivent respecter un cahier des charges absolument délirant. On a parlé des haies aussi, avec des normes européennes complètement lunaires. Selon la date que vous coupez les haies, vous pouvez être sanctionné financièrement très très durement. Enfin, voilà, ce sont aussi beaucoup de normes, beaucoup de bureaucratie avec des normes parfois délirantes pensées et imaginées dans les tours de verre de la Commission européenne avec ses 33 000 fonctionnaires. Donc effectivement, c'est une Europe du concret dont nous avons besoin et ce sont les élus RN au Parlement européen qui pourront, avec leurs alliés, justement modifier cette Union européenne de l'intérieur. Et il faut savoir aussi que, on pourrait se dire, voilà, Jordan Bardella, il est à 30%, il a gagné. Ben non, il faut y aller parce que, par exemple, le pacte vert, il est passé à 30 voix près. Finalement, c'est rien au niveau du Parlement européen. Donc c'est très très important d'aller voter le 9 juin pour qu'il y ait un maximum de députés RN au sein du Parlement européen pour justement bloquer ces projets mortifères et pour proposer une autre Europe. Voilà. Vous parliez d'immigration tout à l'heure, cheval de bataille du Rassemblement national s'il en est. Aujourd'hui, la population européenne vieillit. Est-ce que, je vais me faire un peu provoquant, est-ce que finalement l'immigration, c'est pas la solution? Non, c'est pas la solution en fait. Si vous voulez, alors oui, c'est la solution pour Valérie Ayé, pour toute la gauche, etc. Voilà, on a besoin d'immigration. Mais non, si vous voulez déjà qu'on fasse en sorte aujourd'hui de soutenir la natalité ici en Bretagne, enfin en France plus généralement et plus généralement en Europe. Je pense que malheureusement, on est dans une situation où effectivement les couples ont peur de l'avenir, ont peur et c'est tout ça qu'on doit changer. C'est leur donner confiance et leur dire voilà.
vous avez les moyens, vous pourrez voir grandir vos enfants dans un environnement apaisé où ils auront un véritable avenir ici en France. C'est ça qu'il faut changer. C'est cette envie justement de promouvoir la natalité, effectivement, c'est un vrai problème aussi au sein de l'Europe. Ça, c'est clair. Il nous reste 4 petites minutes. Je voulais vous entendre aussi sur la Bretagne. Bretagne qui subit aussi aujourd'hui des problèmes de sécurité comme un peu partout en France, avec un trafic de drogue qui augmente et qui crée des problèmes. C'est le cas dans de nombreuses villes comme à Brest, à Lorient, mais également à Rennes. À Rennes d'ailleurs où Nathalie Appéré a décidé de se représenter pour sa succession à la tête de la ville. Oui, alors c'est assez surprenant parce qu'on est quand même à 2 ans des municipales. Mais évidemment, moi j'y vois clairement un contre-feu parce que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Nathalie Appéré. Il y a effectivement le fiasco, ce qui devient un fiasco de la ligne B du métro. Il y a l'usine, l'incinérateur de déchets de Villejean qui est pareil, qui commence à être problématique, etc. Avec la volonté aussi pour la gauche rennaise d'augmenter les taxes d'ordures ménagères pour tous les habitants de la métropole. Et puis il y a effectivement ce sujet, comme vous l'avez dit, de l'insécurité. Là encore, il y a quelques jours, un étudiant rennais qui sortait de boîte de nuit, qui rentrait chez lui, et bien voilà, ici, à Rennes en 2024, un étudiant qui rentre chez lui est agressé et est même violé avec un bâton. Alors, pardonnez-moi, c'est un peu cru, mais c'est le réel. Et nous, on n'a pas l'habitude de se cacher derrière le réel. Donc, et là encore, il y avait évidemment encore un lien avec l'immigration. Quelques jours auparavant, c'était un Djiboutien réfugié, qui avait le statut de réfugié, qui était jugé pour avoir agressé 17 personnes âgées à Rennes. On a l'impression qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des affaires dramatiques. Je ne parle même pas des fusillades. Il y a encore quelques jours, un homme blessé, boulevard Clémenceau, une fusillade sur fond de trafic de drogue. La plus longue fusillade depuis le Bataclan, c'était à Rennes, au quartier du Blône. Enfin voilà, la situation est assez dramatique. Ce que je peux vous dire, en tout cas sur Rennes, c'est que nous aurons le Rassemblement national sera présent quoi qu'il arrive au municipal de 2026. Il est hors de question de laisser les Rennais entre d'une part l'alliance NUPES extrême gauche, PS écolo, peut-être mélenchoniste, et d'autre part l'alliance qui se profile effectivement entre les macronistes Grandon et compagnons. Voilà. Donc il y aura le Rassemblement national sera présent, soit avec un candidat, soit en soutenant un candidat qui ne sera pas, lui, Rassemblement national, mais qui aura le soutien du Rassemblement national. Donc, que les Rennais se rassurent, le Rassemblement national arrive. Voilà, donc avec, j'allais dire, des grandes manœuvres déjà en place pour conquérir des villes. Tout à l'heure, on parlait en commençant, évidemment, ça a été le sujet de notre conversation ce matin, de l'Europe et de l'Union européenne. Il y a quelque chose qui se passe, et je voulais vous entendre, il nous reste une petite poignée de secondes, sur le concours Eurovision. Est-ce que vous l'avez regardé, ce concours Eurovision ? Je l'ai regardé, j'ai été assez estomaqué. Je me suis dit, effectivement, c'est un spectacle qui devient de moins en moins familial, malheureusement. Parce qu'entre l'espèce de messe noire terrifiante de la candidate irlandaise, les danseurs espagnols en string baresi, je me dis, mais... Alors, je n'ai pas connu Marie-Myriam, je n'ai pas connu Eurovision. Moi, j'ai connu, le village de l'âge. Moi, je n'ai pas connu ABBA à l'Eurovision, je n'ai pas connu Marie-Myriam, mais je peux vous dire que il me semble que à cette époque-là, en tout cas, on jugeait l'aspect artistique et musical bien au-delà, bien avant l'aspect, mon orientation sexuelle, ma communauté, ce genre de choses. Malheureusement, c'est le wokisme, la déconstruction aussi s'immisce malheureusement à l'Eurovision et c'est bien dommage. Voilà, avec un candidat suisse, Nemo, qui a gagné avec une jolie jupette. Oui, effectivement, voilà, une jolie jupette. Il dansait sur un espèce de plateau comme sur on aurait dit un micro-ondes. Bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il a mis aussi en avant le fait qu'il soit, je crois, non binaire. Et c'est ça le problème, c'est que finalement, est-ce que c'est vraiment sa performance artistique qui est jugée ou le fait qu'il assume cette différence et qu'il la porte comme un étendard. C'est ça le problème. On peut noter, par exemple, moi, j'ai été assez estomaqué et assez. J'ai trouvé que la chanteuse israélienne, au-delà de toutes les polémiques, a fait une très très belle chanson. Et aussi également notre candidat français Slimane, musicalement, sur le plan vocal, il était assez impressionnant et il faut le saluer. Il a été 4e, il aurait peut-être mérité un peu mieux. Mais voilà, assez estomaqué finalement par ce qui est devenu l'Eurovision, malheureusement, qui est, je pense, de moins en moins un spectacle familial. Voilà, malheureusement. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Julien Masson, porte-parole du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine, était avec nous pour parler d'Europe et même d'Eurovision ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.